Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer ce balado d'Emma Québec. Emma Québec, c'est un fleuron de notre société. Elle occupe une place particulière dans le cœur de tous les Québécois. Son nom est à la fois synonyme d'entraide, de confiance et de fierté. Elle a été créée en 1998 et elle compte aujourd'hui sur une armée de bénévoles, de donneurs, de partenaires et d'employés ultra mobilisés aux quatre coins de la province. 25 ans, un quart de siècle, c'est à la fois jeune et mature. Et pour retracer l'histoire d'Emma Québec et comprendre ses enjeux actuels, j'ai le plaisir d'accueillir deux piliers de l'organisation. Tout d'abord, Dr Francine Descaries, qui est la fondatrice d'Emma Québec et également la première PDG de l'organisation, et également Nathalie Fagnan, qui est la présidente et chef de la direction d'Emma Québec actuellement. Mesdames, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir dans le cadre de ce 25e anniversaire d'Emma Québec. J'aurais envie de commencer par vous, Dr Descaries, tout simplement parce que vous étiez là à la fondation d'Emma Québec. Vous avez été là pratiquement durant la moitié de l'existence de l'organisation. Avec un peu de recul, est-ce que vous êtes fière de votre bébé? Ah, oui. Je suis extrêmement fière de ce beau bébé qui est devenu, en fait, un beau jeune adulte. Et je suis particulièrement fière parce que Emma Québec, depuis 25 ans, est comme entrée tranquillement, doucement dans la vie des Québécois. C'est une organisation magnifique dont on n'entend jamais parler. Elle a établi je dirais une réputation que j'appelle douce, une réputation tranquille. Il y a eu la Révolution tranquille, et voilà, nous avons la réputation tranquille. Il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu d'esbrouf. Emma Québec a continué à faire sa mission, qui est vraiment de donner aux receveurs tout ce qu'ils ont besoin, le sang, les produits sanguins, les tissus, les cellules souches, etc. Et tout ça, ça se fait dans une grande tranquillité. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un très bel apport. Et je dirais que 25 ans sans mauvaise presse, ça, c'est un exploit. Rien de négatif. Donc, c'est ça. On va retracer l'histoire dans quelques instants, mais aujourd'hui, quand vous la regardez, considérez-vous que c'est une organisation mature, fière, ou quel sentiment ça évoque chez vous, Emma Québec? Bien, c'est sûr que je n'ai jamais joué à la belle-mère depuis que je suis partie, de telle sorte que j'ai suivi ça un peu de l'extérieur. Et de l'extérieur, je dirais que oui, c'est une organisation qui a atteint un niveau de maturité. Par contre, je sais, entre les branches, qu'il y a toujours des choses nouvelles qui se préparent. Alors, je pense que c'est une organisation qui a bien passé les cycles des organisations, si je me souviens bien de mes cours de MBA. Là. Nathalie Fagnan, elle l'a bien dit, elle ne jouera pas aux belles-mères. Alors, on a les coups des franges présentement. Vous êtes arrivée en poste en 2019, mais par contre, votre parcours provient surtout du milieu des affaires. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut vers le milieu de la santé? En fait, je vais dire d'entrée de jeu que je suis quelqu'un qui carbure au défi. Alors, et tout le long de mon parcours et la progression dans mon parcours, je pense que ça me préparait à prendre cette responsabilité-là d'être première dirigeante d'une organisation. Il est certain que quand je suis arrivée à Emma Québec, d'ailleurs, dans les premières rencontres avec les employés, je l'ai mentionné, je ne viens pas du milieu de la santé. Sachez une chose, j'ai l'humilité de ce que je ne sais pas et je ne prendrai jamais de décision à l'aveugle. J'irai toujours m'informer, m'entourer des bons experts, questionner, apprendre. Et Dieu sait que j'ai été boulimique de lecture pour apprendre sur Emma Québec. Chaque jour, on a quelque chose à apprendre. Elle est fascinante. Alors, donc, et oui, ça fait 4 ans et je dirais que c'est une belle histoire et je suis toujours aussi émerveillée de cette mission-là et de ce que Emma Québec peut faire pour la population québécoise.
Vous dites que vous carburez au défi, mais n'empêche, devant la panoplie de choix, pourquoi Emma Québec? Ça a été quoi le coup de cœur pour cette organisation? C'est sûr que quand on m'a approchée, j'ai fait, oui, des lectures. J'ai voulu apprendre un peu plus ce qu'était l'organisation. Et c'est vraiment sa mission. Et quand j'ai découvert tous les produits, les différentes lignes de produits, à quel point Emma Québec était impliquée, oui, au service de la population québécoise, j'ai vu cette responsabilité-là comme très grande et très importante. Puis de faire partie de ça, à l'étape où j'étais rendue dans ma carrière, ça donnait un sens plus grand, disons, que ce que j'avais pu faire avant, quoique ça m'a formée et je ne rejette pas ce que j'ai fait avant, mais disons que ça a tout un autre sens aujourd'hui. Et c'est un saut qui a porté fruit parce que depuis 2019, vous avez fait partie du palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada. Vous avez reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Vous avez également reçu le prix Mercuriade pour votre leadership. Avec tout ce bagage-là, qu'est-ce que vous souhaitez apporter à l'organisation? Bien, disons, l'organisation, elle est, comme je disais tantôt, nous sommes une équipe. L'organisation, quand ils sont venus me chercher, ils avaient besoin d'un chef d'orchestre. Alors, c'est ce que j'ai pu apporter pour faire en sorte que tous mes experts, tous les gens qui m'entourent, partagent une vision commune et travaillent dans un esprit de collaboration, de respect des expertises, de complémentarité, pour arriver justement à ce que tous ensemble, on réponde à notre mission. Je m'excuse, Nathalie, mais je pense qu'il faut ajouter que vraiment, tu n'as pas eu vraiment la chose facile parce que ça faisait pas longtemps que tu étais entré en poste et tout à coup, oups, la pandémie, tous les employés, tout à coup, comme quasiment s'évanouissent. Hein? Alors, bravo. Hein? Ouh. Merci. Francine, vous étiez la chef d'orchestre au début de la création d'Emma Québec. Vous non plus, vous ne l'avez pas eu facile, mais avant d'entamer les débuts, est-ce qu'on peut juste comprendre, avant l'existence d'Emma Québec, qui offrait des services d'approvisionnement en sang au Québec? Alors, depuis 1947, c'était la Société canadienne de la Croix-Rouge qui était en charge de l'approvisionnement de sang au Canada au complet. En fait, la structure était la suivante. Il y avait un siège social qui était d'abord situé à Toronto et ensuite à Ottawa. Et il y avait 17 centres de transfusion à travers le Canada, dont 2 au Québec. Puis en fait, on était comme des succursales. On était très bons dans la façon de travailler. C'était nous autres qui prélevaient le sang, qui l'analysaient. Mais en fait, on faisait de la distribution. Et donc, c'était comme ça que on fonctionnait. Donc, on n'avait pas du tout on n'était pas responsable des ressources humaines, de la finance. Bon, l'assurance qualité, c'est arrivé par la suite. Évidemment, l'informatique, mais encore plus loin. Alors, donc, on était des succursales et justement, ça allait assez bien au niveau de la population jusqu'à ce que, évidemment, on soit frappé au début des années 80 et jusque dans les années 90 par ce virus mortel qui s'est appelé le virus du sida. Et ça a été vraiment une période extrêmement difficile pour, évidemment, les patients qui recevaient du sang, puisque, comme on le sait maintenant, il y a eu des milliers de Canadiens qui ont été infectés par la transfusion, dont 65 étaient des hémophiles. Et pourquoi les hémophiles? Bien, c'est parce que ce sont des malades qui ont besoin, pour survivre, d'avoir régulièrement des produits de fractionnement. Et ceux-ci étaient malheureusement contaminés. Et donc, ça a été une période extrêmement difficile. Et comme vous le savez, éventuellement, ceci a mené en 1993 à la mise sur pied d'une commission d'enquête qui a été présidée par le juge Craver. Et tout ça a entraîné, d'une certaine façon, la Croix-Rouge a décidé de sortir du sang en 1997. Et voilà, c'est un peu comme ça que Emma Québec est arrivée. Donc, Nathalie, vous avez traversé la crise de la pandémie. Vous, Francine, la crise du sang contaminé. Donc, en bout de ligne, vous avez dû repartir une nouvelle organisation complètement de A à Z, c'est ça? Alors, on a écrit un plan d'affaires quasiment en une fin de semaine. On l'a fait rentrer au gouvernement par M. Gélineau. Et en fait, donc, on était à l'été 97.
Et en février 98, bon, il y a eu beaucoup d'allers-retours, là, mais en février 98, je reçois un téléphone du ministère qui me dit, Madame Descaries, vous allez maintenant vous trouver des gens pour avoir un conseil d'administration provisoire parce que vous allez demander votre incorporation à titre d'Emma Québec parce qu'entre-temps, on avait trouvé le nom. Alors voilà, donc en février 98, on me demande de faire un CA provisoire. On fait le CA provisoire et le 30 mars 98, le ministre Rochon annonce la création d'Emma Québec. Ouh! Un plan d'affaires en une fin de semaine, c'est quasiment aussi vite que le 6 mois que vous avez eu entre l'annonce de la création d'Emma Québec et son entrée en fonction. Ça a l'air un peu pédant de dire ça, mais en fait, on était les experts de la chose sur le terrain. Alors, c'était pas très compliqué de penser à qu'est-ce qu'on voulait faire. Et aussi, on avait vécu dans les dernières années, de 93 à 98, 17, 18, on avait vraiment vécu des choses extrêmement difficiles et on avait beaucoup appris, malheureusement, des erreurs qui avaient été faites, surtout en communication par la Croix-Rouge. Alors donc, pour nous, ça, c'était clair comment on devait procéder. Donc, je dirais, moi, je pense qu'il est important de rendre hommage à Francine parce que sans sa notoriété, sa détermination, je ne suis pas certaine que ça aurait été possible. Il ne faut pas l'oublier, dans le reste du Canada, c'est la Société canadienne du sang qui est l'équivalent de Emma Québec, mais pour le reste du Canada, donc le fournisseur. Et il n'y a pas d'autres provinces qui ont le privilège d'avoir ce lien-là si près avec le fournisseur de produits. Alors, fournisseur et manufacturier de produits. Donc, bravo. Ben, merci. Mais c'est sûr que moi, j'étais connu plus, là, mais j'avais toute une équipe en arrière de moi. Sinon, je n'étais pas capable de faire ça tout seul. Donc, pour compléter la création, donc, l'été 98, ça a été un été chaud pour vous. Comment s'est faite la transition? Ah, mon Dieu! L'été 98, je l'ai dit à je ne sais pas combien de personnes, ça a été l'été le plus excitant de ma vie parce que, enfin, on était pour construire, penser, mettre en place une structure qui ferait notre affaire. Dans le fond, c'était un peu ça l'idée. Alors, tout l'été, d'abord, la première chose qui est arrivée, c'est que quand j'ai annoncé à la Croix-Rouge que je devenais le DG d'Emma Québec, parce qu'il n'y a pas de PDG en ce temps-là, le DG d'Emma Québec, la Croix-Rouge a dit « Oh, ben, vous ne restez pas ici », même si 6 mois après, j'étais pour revenir dans le même édifice. Alors, on est déménagé en face. On a loué des bureaux. Et ce qui arrivait, c'est que mes collègues, qui éventuellement étaient pour travailler à Emma Québec 6 mois plus tard, après 5 heures, ils devenaient des employés, futurs employés d'Emma Québec. Ils traversaient la rue, puis là, on travaillait sur le plan, on travaillait qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce qu'une des choses qu'on n'a pas mentionné, mais peut-être que je l'ai mentionné tantôt, mais on n'avait pas d'administration. Hein? On était très, très bons là, pour le prélèvement, les analyses, tout ça. On était parmi les meilleurs au Canada, mais on n'avait pas du tout de ressources humaines, de finances. Alors, ça a été aussi un aspect qui, pour moi, a été extraordinaire parce que c'est un domaine que je connaissais moins. Et, puis je venais de finir un MDA en 94. Là. Alors, tout à coup, je pouvais mettre en place toutes mes choses que j'avais apprises. Alors, on a donc fait venir... j'ai embauché des gens complètement de l'extérieur de la santé pour s'occuper vraiment de tout l'aspect administratif. Et en plus de ça, il ne faut jamais oublier, mais on n'avait pas la centralisation des systèmes d'information. Et l'année 2000 s'en venait. Vous vous souvenez? L'année 2000, on était supposé disparaître. Alors, donc c'est ça qui est arrivé. Alors, ça a été vraiment excitant. Et, évidemment, ça s'est passé. Et le 28 septembre 98, je suis allé avec ma collègue de la Société canadienne du sang. On est allé signer à Toronto tout l'achat des actifs de la Croix-Rouge et Emma Québec a commencé le lendemain matin avec ses premières collectes. Donc, vous êtes une personne issue du milieu de la santé qui s'est gentiment infiltrée dans la gestion et le milieu des affaires. Et vous, c'est l'inverse. Hein? Oui, vous êtes une c'est personne exactement, c'est vrai. du milieu des affaires qui s'est gentiment infiltrée. Un parallèle intéressant. Oui, c'est ça, oui. Et aujourd'hui, si on regarde la mission d'Emma Québec, est-ce que vous diriez que c'est toujours la même? Est-ce qu'elle a évolué? C'est quoi Emma Québec aujourd'hui? Moi, je vous dirais que la mission d'Emma Québec, dans son essence, elle est la même. La mission d'Emma Québec, c'est de fournir
au centre hospitalier des produits biologiques en quantité suffisante et sécuritaire. Et c'est vrai pour les différentes lignes de produits. C'est sûr qu'à travers les années, il y a eu la création de nouvelles lignes de produits comme le lait maternel, les tissus humains, etc. Mais ça reste que, quelles que soient les lignes de produits qu'on ajoute, la responsabilité et la mission de Héma-Québec, c'est de faire ce que je viens de dire. Donc, oui, on vit dans un nouveau monde, on s'ajuste toujours. Oui, c'est l'après-pandémie, c'était la pandémie, il y a des changements de comportement chez le donneur. On est toujours à devoir se renouveler, demeurer agile, mais il ne faut jamais justement perdre le focus sur la responsabilité de notre mission et son importance. Nathalie, plutôt, Francine disait qu'elle est heureuse, il n'y a pas eu de scandale en 25 ans. N'empêche, une réputation, il faut toujours la préserver, mais vous n'avez pas eu à bâtir cette réputation à partir de zéro. Est-ce que quelque part, ça facilite vos opérations, ne serait-ce que pour recruter des donneurs de sang? Est-ce que c'est plus facile diriger une organisation une fois qu'elle est bien en selle? Assurément que la notoriété de Héma-Québec, elle est forte. Il est certain que de recruter des donneurs demeure quand même un défi. Avant tout, je veux remercier la population québécoise parce que nous avons une population généreuse. Quand il y a des appels aux besoins en sang, les gens sont là, tout comme nos mamans avec le lait maternel. Alors, les gens répondent à l'appel. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des moments où le défi est là. Puis le défi est là parce qu'il y a un changement de comportement chez le donneur, justement, durant la pandémie et après. Puis ça s'est vécu pas seulement au Québec, là, ça s'est vécu dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Angleterre, c'est ça, partout dans le monde, en France. Alors, c'est sûr qu'on suivait ça et c'était vraiment un phénomène généralisé. Alors, parce que les gens ont changé leurs habitudes, bien, c'est sûr que d'aller donner fait partie des habitudes des gens pour ceux qui donnent du sang. Alors, et on a seulement 3 % de la population québécoise qui donne. Alors, j'en profite de ce balado pour inviter des gens qui ne l'ont pas fait encore de venir tenter l'expérience, de venir nous visiter dans nos centres de donneurs ou durant nos collectes mobiles. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de vous faire vivre cette expérience-là. Voilà. Et justement, comment vous avez dû modifier les choses justement pour les inciter à venir donner? Est-ce que vous avez changé de stratégie ou comment vous avez fait? Ah, assurément, les stratégies ont toutes été remises en question parce qu'on voyait que les modèles sur lesquels on se basait avant pour faire une prévision ne s'appliquaient plus. Alors, faut changer la façon qu'on communique avec nos gens parce qu'il faut aller à la rencontre des donneurs. Donc, c'est des outils technologiques. Il y a 1001 façons de le faire pour, justement, avec nos cibles, d'être capable d'atteindre nos cibles, selon les groupes sanguins aussi. Alors, et selon les types de produits, que ce soit du plasma de fractionnement ou que ce soit des plaquettes. C'est un travail minutieux. C'est un travail minutieux. Donc, l'aspect marketing a été très utile, j'imagine. Oui, marketing et outils, oui. D'accord. Vous, Madame Francine Descaries, est-ce qu'à l'époque, comme il y a eu la crise du sang contaminé, est-ce que ça a été un enjeu également? Ah, mais là, j'écoute Nathalie, puis tu as des problèmes, mais je pense que c'était, au point de vue réputation, je pense que ce bout-là est déjà fait. Oui. Ah non, c'était vraiment, parce que tout ce temps-là, moi, j'étais directeur, avant d'être PDG d'Héma-Québec, j'étais directeur général de l'Est du Canada, dont le Québec. Et on avait à partir des recommandations de Craver, on avait commencé à faire des sondages sur le niveau de confiance des Québécois envers le système. Et quand Héma-Québec était créé, alors donc à l'été 98, le sondage qu'on a fait, ça donnait 38 % des gens qui faisaient confiance à Héma-Québec. Alors, c'était vraiment une grosse côte à remonter. Ouais. Et la chose qu'on a faite à l'été 98, c'est une quinzaine de rencontres partout à travers le Québec avec les donneurs réguliers. Ça, c'est les donneurs qui reviennent là, à tous les X jours. Là, ça a tellement changé depuis mon temps. Mais ce sont des donneurs qui donnent souvent. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la Croix-Rouge d'un côté et Héma-Québec de l'autre a envoyé une invitation à tous ces donneurs réguliers-là.
on les rencontrait dans une salle et on les reconnaissait d'abord. On leur prenait une photo, on leur donnait une espèce de certificat. Il y avait une receveuse qui les remerciait et qui leur indiquait, mais écoutez, oui, vous avez tout fait ça pendant 50 ans. Ça faisait 50 ans, la Croix-Rouge. Mais maintenant, les receveurs n'ont pas arrêté d'avoir besoin de vous. Et donc, c'était ce bout-là. Et par la suite, moi, j'arrivais comme nouveau directeur général d'EMA Québec. Et là, je leur montrais le logo, les nouveaux uniformes pour le personnel infirmier, le personnel des collectes, etc. Et ça, je dois dire que ça a fait, je pense, une grosse différence parce que lorsqu'EMA Québec, le 29 septembre, a eu ses premières collectes de sang, bien, on n'a pas vu vraiment de baisse. Et en ce qui concerne la notoriété, la réputation et la confiance, bien, ça a pris plusieurs années. Mais je me souviens que dans les années juste avant que je parte, je suis partie en 2011, en 2010, à 90%, les gens faisaient confiance à EMA Québec. Ce que disait Francine, entre autres, dans le programme qu'ils ont fait là, pour justement partager cette reconnaissance-là envers les donneurs. Aujourd'hui, nous faisons encore des soirées de reconnaissance de nos grands donneurs que vous aviez instaurés de votre temps, Francine. Puis c'est très apprécié. Puis pour nous, c'est une façon de les remercier. C'est un don de soi. C'est non rémunéré. Les gens viennent de façon régulière en donnant sans connaître le prochain qui va recevoir. C'est une belle générosité. Puis pour nos grands donneurs, on fait encore ces rencontres-là, tout comme celles pour nos bénévoles. Mais c'est très émouvant, je dois dire, aller là, parce que, bon, dans la vie de tous les jours, j'imagine que c'est la même chose pour toi, dans la vie de tous les jours, ben, on pense aux donneurs, tout ça, mais on les voit pas, là. Puis tout à coup, tu es dans une salle, il y en a 200 qui ont donné plus que 100 fois, 200, 300, 400, etc. Hein, c'est vraiment... Puis ils viennent, ils sont tellement contents. Là. Ça, c'est vraiment... Je pense que ça, c'est vraiment une récompense de notre travail, ça. Oui. Donc, un beau lien avec les donneurs. Mais si on remonte encore à l'époque, est-ce qu'il y a d'autres groupes, que ce soit les partenaires ou les receveurs? Est-ce qu'il y a eu des groupes où il y a eu peut-être un peu plus de réticence? Pour nous, peut-être les deux choses qui ont été les plus... sur lesquelles il fallait vraiment faire attention. Le premier groupe, c'était le groupe des hémophiles, donc la Société d'hémophilie. Il est bien certain que quand EMA Québec a été créé, au départ, ils n'étaient vraiment pas d'accord. Pour eux, une structure pan-canadienne était plus intéressante qu'une structure locale. Mais je dirais que petit à petit, d'abord, il y a eu toutes sortes de comités qui ont été mis en place, dont le comité des receveurs, dont il faisait partie. Et bon, moi, je le connaissais beaucoup, ces gens-là, d'avant. Et donc, on a pu aussi échanger. Et je dois dire que ça a pris peut-être 1 an ou 2. Et après ça, EMA Québec, ça faisait partie du paysage. Et EMA Québec, c'était vraiment le fournisseur de sang au Québec, sans problème. L'autre défi, c'était plus un défi de rentrer toute l'administration au bon temps puis au bon moment. Mais bon, j'ai eu la chance de recruter des bonnes personnes. Alors, elles m'ont rendu la chose beaucoup plus facile que moi, j'aurais prévu. C'est sûr que moi, même si j'avais fait mon MBA, je connaissais les mots, mais pas comment faire ça. Et si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu la création de l'Association des bénévoles du don de sang qui a vu le jour à ce moment-là et qui est toujours active présentement. Oui. Mais moi, je dirais que sans bénévoles, ça ne marche pas. Parce que le modèle que vous aviez maintenant est un peu différent de celui qu'on avait au moment où j'ai commencé. Mais quand on a commencé, on avait 2 postes fixes, point, qui étaient des postes qui étaient dans les centres de transfusion. Alors, tout le sang était collecté sur le terrain. Et évidemment, comme on disait tout le temps, que ce soit à Châteauguay ou à Rouyn-Noranda, c'est pas nous autres qui connaissons les gens, c'était les bénévoles sur place. Alors, c'est à eux ce sont vraiment eux qui faisaient le recrutement, qui aidaient à la logistique, qui, après ça, se sont mis à informer les gens sur les groupes sanguins, etc. Ça a été vraiment, je dirais, et donc,
donc, il faisait partie de l'Association des bénévoles du don de sang, qui, en fait, d'après moi, Qui existe tu me corrigerais, toujours. qui existe toujours, mais Oui. qui est encore la seule association du genre en Amérique du Nord. Parce que c'est un modèle très européen que Jean-Guy Lorrain, entre autres, avait importé. Et, ça fonctionne toujours. Et hein. ça fonctionne Eh oui. toujours, oui. On a des bénévoles, oui, effectivement, sur nos collectes mobiles, mais aussi dans nos centres fixes. Ben oui, c'est ça. Alors, ils sont là, les bénévoles, ils participent, ils nous accompagnent là, dans Ouais. notre équation. Là, ils font partie de notre équation et de notre formule qui nous permet d'être capable de bien s'occuper de nos donneurs aussi sur les sites, de bien expliquer. Ils nous aident à justement faire la promotion de nos différents produits Ouais. aussi. Ah oui. Ils sont formés. On a créé même via la BDS le groupe des jeunes ambassadeurs. Oui, ça avait Alors, commencé il y a longtemps. Ouais. c'est Ça marche, c'est- hein, c'est bon. C'est vraiment bien. C'est des jeunes universitaires qui embarquent encore là pour organiser des collectes et tout. Alors, c'est une très belle formule. Puis, je veux aussi rendre hommage à la Fondation Emma Québec qui a été créée une année après Oui. Emma Québec et puis qui finance beaucoup les coûts d'opération de toute l'association des bénévoles qui comprend 13 chapitres dans tout le Québec. C'est toute une grande organisation, mais la Fondation nous aide beaucoup à financer ces coûts-là, ainsi que des projets innovants pour Emma Québec. Alors, eux aussi nous accompagnent depuis 24 ans, la Fondation Emma Québec, et je veux le souligner. Ben oui. Donc, des bénévoles qui sont dévoués. Maintenant, j'aimerais peut-être également vous entendre, Nathalie, sur les employés. Est-ce que à l'heure actuelle, c'est un enjeu maintenir et garder des employés mobilisés pour l'organisation? Je vous dirais que nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre comme toutes les organisations, évidemment. Eh mon Dieu. Oh. Par contre, c'est vrai qu'à Emma Québec, il y a quelque chose de plus, Ouais. c'est que la mission a un sens. Et on sait que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail aiment bien que leur travail ait un sens et non pas de travailler pour enrichir des actionnaires ou autres. C'est autre chose. Alors, puis je vois aussi, quand j'échange avec les gens, on a aussi un groupe de personnes qui sont plus en fin de carrière, mais qui voient, parce qu'on est en grande transformation, puis ils ont le désir de venir à Emma Québec pour faire bénéficier Emma Québec de leur expérience, de leur connaissance dans cette belle transformation-là. Puis pour eux, de terminer leur carrière pour Emma Québec, alors que justement, c'est une mission qui est plus grande que nature. C'est quelque chose de très bien. Alors, je vous dirais que c'est aidant pour ceux pour qui ça résonne. Parce que la mission ne résonnera peut-être pas pour tous les êtres humains, mais je vous dirais que ceux pour qui ça résonne, on va chercher de beaux talents, puis on essaie justement d'engager et de recruter ceux pour qui ça a un sens, parce que c'est ceux qui vont rester. Ben oui. Alors, un effet wow oui, pour ces exactement. Mais rien n'est parfait. Nous avons des postes vacants. Allez voir sur notre site. Je vous invite parce qu'on est encore en quête de beaux talents pour combler nos équipes. Et il y a un enjeu qui est d'actualité, le télétravail et la technologie. Comment ça vous touche, cet aspect-là? Bien ça, le télétravail, bien justement, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que comme toutes les entreprises, les organisations, on a dû se Vous avez questionner. inventé. Hein? Oui, et à Emma Québec, on a pris la décision justement de développer une politique de télétravail, mais après réflexion et beaucoup de débats, parce qu'on voulait qu'elle soit appropriée, qu'elle garantisse l'acquisition de talents, la rétention des talents, puis qu'elle soit réaliste. Alors, tout en permettant, je dirais, une belle productivité dans nos équipes. Alors, nous, on a adopté une approche flexible, mais qui favorise aussi les rencontres, le travail collaboratif, les rencontres entre les employés. On ne peut pas juste être à la maison, mais chaque équipe, selon notre politique, chaque équipe, chaque secteur décide de la façon optimale pour être capable de rencontrer ses objectifs, d'adapter son secteur, sa direction en fonction de notre politique qui est flexible et qui est à définir pour chaque secteur. Alors, ça fonctionne pour le moment. Comme toutes les autres entreprises, on va peut-être réaliser qu'il y a besoin d'ajustement. On s'ajustera, mais pour le moment, ça fonctionne bien. Et la technologie, oui, elle a dû faire partie de l'équation.
Et également, on a depuis quelques années des grands besoins de justement rafraîchir l'infrastructure technologique, les outils. Et encore là, c'est pas juste à Emma Québec, c'est le virage numérique et technologique. Il est partout aussi au gouvernement. Alors, ça fait partie de ce qu'on a à faire. Fait que, bref, comme on disait tantôt, c'est toujours la belle mission, mais on évolue à travers ce qui se passe. C'est le développement durable. On vit dans une société, il faut s'ajuster à tous les mouvements, puis les influences, puis être agile. Puis, alors, on travaille tout ça avec notre belle équipe. Mais si je peux me permettre, évidemment, il y a le télétravail, mais pendant la pandémie, il y avait quand même beaucoup de monde qui devait travailler. Tout le personnel sur les collectes, le personnel des laboratoires. Ça ne devait pas être non plus facile, ça, de trouver une façon, bien, d'abord, qui soit sécuritaire pour tout ce beau monde-là. Il ne fallait pas que tout le monde tombe malade non plus. Ça a dû être tout un casse-tête. Hein? On a eu de beaux défis. Puis je me rappelle, on en avait parlé. Puis on voulait être, même si nous, on n'était pas... Moi, c'est sûr que j'allais sur les sites pour aller à la rencontre des employés, mais oui, il fallait penser à la sécurité de nos employés, de nos donneurs. Eh oui. Et tout ça, au fur et à mesure, Emma Québec n'a pas arrêté d'opérer une journée. On n'était pas comme les écoles qui ont eu plusieurs mois pour... nous, c'était... on n'a pas cessé nos opérations. Fait qu'au fur et à mesure, à ton point, Francine, il fallait s'adapter alors rapidement. Puis et c'était beau de voir toute la collaboration de tous les secteurs, là. On est allé aider nos équipes terrain, justement, qui étaient dans les centres de collecte. Alors, on avait des gens de tous les secteurs, là, des TI, des chercheurs, pour aller aider les équipes. C'était très beau à voir à quel point, justement, les gens comprennent l'importance de la responsabilité de ce qu'on fait, puis on ne pouvait pas faillir. Je me rappelle, on avait discuté là-dessus. On ne peut pas faillir. Non. Alors, il faut être là. Et merci à nos donneurs aussi qui ont accepté de sortir de chez eux puis venir à la rencontre et des bénévoles et de nos employés pour permettre... parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où on s'est dit, mais c'est parce que le Québec est confiné. Mais si le Québec reste confiné et que nos donneurs ne viennent pas à la rencontre de nos employés, il n'y aura plus de produits dans les centres de produits biologiques, dans les centres hospitaliers. La vie continue, là. Alors, ça a été quelque chose. Puis ensuite, c'est la fermeture des territoires, des secteurs, puis tout. En tout cas, bref. Mais ça a été un travail d'équipe. Et justement, on pensait à la mission, puis on pensait à nos employés, nos donneurs, puis on essayait de jongler avec tout ça du mieux qu'on a pu. Je faisais des vidéos à toutes les semaines. Je voulais tellement rester en contact avec nos équipes et qu'on sache aussi ce que chacun faisait. Alors voilà. Je suis contente, je te l'avais dit aussi, je suis tellement contente que c'est toi qui as eu à faire ça et non pas moi. Mais t'as tellement fait. Oui, mais bon. C'est une gentille belle-mère. Elle est adorable. C'est ça, oui. En terminant, vous l'avez dit, vous travaillez à la fois avec des donneurs, des partenaires, des bénévoles, des employés motivés. Maintenant, si on regarde l'éventail de produits qu'on trouve à Emma Québec, il y a autant le sang, le plasma, le lait maternel, les tissus humains, les cellules souches, en plus de toute la recherche de pointe. Tout ça mis ensemble, quel défi ça représente au niveau de l'organisation et aussi au niveau de votre leadership? Alors, c'est sûr qu'on on travaille toujours basé sur un plan stratégique qu'on a réfléchi en équipe. Et je suis très bien entourée de 10 vice-présidents qui ont des expertises très complémentaires. Et je prône le respect des expertises de chacun parce que c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à prendre de meilleures décisions. Alors, c'est de se donner la vision. Et dans notre plan stratégique, on a décidé que c'était justement qu'il fallait mettre à niveau Emma Québec. Oui, on poursuit en faisant, des études, des recherches. Faut avoir le souci à développer nos programmes pour nos talents. Faut assurer et sécuriser notre autosuffisance en plasma. C'est sûr qu'on a, mais la fondation et la mise à niveau de Emma Québec, elle a pris beaucoup d'importance dans le plan stratégique 21-25. Alors, c'est sûr que notre rôle comme équipe, c'est
on a un plan clair, il faut le suivre, puis déjà, on est en train de penser au prochain parce qu'on a des idées et des choses qu'on veut faire. Alors, mais c'est d'être réaliste en fonction du plan qu'on doit faire et qu'on peut faire. Parce que je me rappelle, j'aurais voulu en mettre beaucoup plus quant au développement de produits et autres, mais vraiment, il faut rester réaliste par rapport à ce qu'on doit faire. Puis notre organisation a besoin, c'est ça, qu'on investisse, qu'on la mette à niveau. Et c'est ce sur quoi on travaille à travers tout le reste, oui. Francine, un mot pour compléter? Ah, bien, merci Nathalie d'avoir pris la relève. Trop gentil. Écoutez, c'est très beau vous voir ensemble. Vous êtes à la fois complémentaires et vous vous ressemblez aussi en même temps. Donc, de la continuité avec du changement, avec votre nouveau regard sur l'organisation. Francine Descaries, Nathalie Faillant, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Merci à vous, Francine, merci, pour tout. Voilà, c'est ce qui complète ce balado d'hier à aujourd'hui pour Emma Québec. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.